Bienvenue sur Info 83. Dimanche, nous votons pour les élections municipales, le deuxième tour. Dimanche, à partir de 8h du matin, les électeurs sont appelés aux urnes, principalement à la Seyne-sur-Mer, ville que nous suivons depuis le début de cette campagne avec Patrick Issartier. Bienvenue Patrick. Bonjour Thierry, bienvenue Thierry. Effectivement, donc dimanche 28 juin, la Seyne-sur-Mer élira son maire, soit le maire sortant, Marc Villemot, soit les trois autres listes, un des trois en tout cas, parmi lesquels Sandra Torres. Alors Sandra Torres, vous êtes venue toute seule, mais vous avez un colistier qui est important, c'est Serge Daninos qui vous a rejoint pour ce deuxième tour. Je rappelle que vous avez réalisé un pourcentage de voix. C'est le résultat dont je parle, Sandra Torres, au soir du premier tour de 11,19. Serge Daninos a réalisé, lui, 8,83, le privant ainsi donc d'un deuxième tour. Vous avez décidé d'unir vos forces. Voilà, et de vous présenter donc pour le second tour en compagnie de Serge Daninos. Comment allez-vous, Sandra Torres ? Eh bien, écoutez, formidablement bien. Voilà, dernière ligne droite, encore une semaine et dimanche, on invite les Sénois à se rendre aux urnes massivement. Moins d'une semaine, donc l'Union pour la Seine, c'est donc la nouvelle liste que vous proposez. Est-ce qu'il y a eu des changements fondamentaux dans votre programme par rapport au premier tour ? Alors, sachant qu'il y a eu la crise, bien sûr, la crise sanitaire, le Covid-19. Ah oui, tout à fait. On a fait un programme d'entre-deux tours. Alors, beaucoup de projets nous rejoignaient avec ceux de Serge Daninos. Et je tiens à préciser, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, l'Union fait la force. Donc, on est une liste d'union. Donc, notre pourcentage et notre représentation des Sénois qui nous ont fait confiance nous pose aujourd'hui, en tout cas nous positionne juste derrière le maire. Donc, le maire sortant, donc l'Union pour la Seine. Et je tiens à préciser aussi, vous n'en avez pas parlé, mais de Patrice Bessonne, voilà, qui n'a pas pu se présenter, mais qui nous apporte totalement ses voix ainsi que ceux de sa liste. Voilà, je tiens donc à m'en excuser auprès de Patrice Bessonne, effectivement, qui a réalisé, lui, au soir du premier tour, son score, donc c'était 2,71% des voix, et effectivement, il vous soutient activement dans ce combat, donc pour l'élection municipale. La Seyne-sur-Mer. Patrick Issartier est avec nous. Patrick Issartier vous posera des questions, Sandra Torres. Bonjour. Tout à fait, donc la première, on a posé la même question à tous les candidats, une question pédagogique. La métropole a de plus en plus de compétences au sein de notre région. Quelles sont les prérogatives qu'il reste à un maire comme celui de la Seine ? Écoutez, on a comme prérogative en tout cas le volet civil. Il nous reste quelques voiries aussi à gérer. Et puis ce qui est surtout important, c'est qu'il faut rappeler que quand on est maire de sa ville, on est vice-président à TPM. Donc les prérogatives, pour moi, qu'elles soient différées à la métropole ou qu'elles soient propres à la commune, on peut parler de sa police municipale, on peut parler de bien d'autres sujets, mais je pense qu'il ne faut pas brouiller les cartes et bien dire aux concitoyens de façon, en général, même si on appartient à une métropole, on reste quand même, et ça j'insiste là-dessus, on reste quand même décisionnaire de la politique et de la stratégie qu'on veut mener avec sa ville. Donc ça, il faut vraiment faire très très attention à ça. Et nous essayons de faire attention, c'est pas évident, mais nous essayons de faire attention dans les propos que nous tenons. Alors dans cet entretien, donc qui va durer à peu près un peu plus d'une heure, nous avons décidé à Info 83, comme nous l'avons dit avec les autres candidats, de ne pas faire de débat. Donc c'est un entretien individuel. On va aborder donc les thèmes écologie, environnement, construction, la circulation ou les déplacements, les parkings, gestion de l'eau, gestion des déchets également, la propreté. Ça c'est pour la partie écologique, la sécurité également. On va parler d'urbanisation, les centres-villes, les quartiers nord, quartiers sud également, la corniche Tamaris. On va parler de tourisme, on va parler d'économie et d'emploi aussi, de finances. Parmi ces thèmes que nous allons évoquer aujourd'hui, quels sont ceux qui restent de la compétence d'un maire qu'il peut vraiment gérer et avoir sous sa coupe aujourd'hui ? Écoutez, principalement tous. Il y a tous à un moment donné où il y a l'intervention de la collectivité, du maire. Quand vous êtes à la métropole, vous votez pour vos projets. Et aujourd'hui, ce qui a été mis en place, alors la métropole, ça permet aussi, ça faut en prendre conscience à la fois de mutualiser, mais ça permet aussi de bénéficier de fonds nationaux et de fonds européens, parce qu'on est dans une métropole. Donc tous ces sujets-là, que ce soit la police municipale, elle est vraiment de la compétence du maire, mais quand vous parlez des routes, quand vous parlez des déchets, quand vous parlez de tous ces volets qui aujourd'hui touchent le quotidien des Sénois, il est important de rappeler que quand on est dans une métropole, on est tous représentants de la collectivité et on intervient sur tous les sujets. Alors le premier volet, Sandra Torres, comme on voulait aborder avec Thierry, c'était l'écologie, l'environnement, etc. Et donc votre fer de lance, c'est l'éco-ville. Oui. Qu'est-ce que l'éco-ville ?
Alors l'écoville, c'est en fait c'est une référence nationale que nous avons décidé de mettre en place, voilà, qui n'existe nulle part ailleurs. Pourquoi une écoville? Aujourd'hui, la Seine, elle a que des atouts. Elle a 25 km de côte, elle a un littoral, elle a des ports, elle a des forêts. Et aujourd'hui, des atouts qui ne sont pas du tout mis en valeur. Être la première écoville de France en termes de communication et d'image, c'est de faire valoir nos joyaux, nos bijoux. Et pour cela, il va falloir mettre en place des actions Alors très concrètes. Ça se traduit par quoi? Ça se traduit par une végétalisation de l'ensemble de la ville avec des arbres qui seront, donc on annonce un peu plus de 2000 arbres sur la première année. C'est aussi créer un poumon vert en cœur de ville. Aujourd'hui, on a du foncier au niveau du lycée Bossier, dont je suis conseillère régionale et jusqu'à maintenant, je me suis battue ardemment parce que le maire souhaitait sur ce territoire-là faire passer une route, alors que moi, je veux qu'on défende l'intérêt aujourd'hui d'avoir végétalisé la ville. Pourquoi? Regardez, on annonce une canicule. Et d'ailleurs, ça fait partie du plan d'urgence, peut-être qu'on évoquera tout à l'heure. On y viendra tout à l'heure. Donc, on y reviendra, mais c'est très important aujourd'hui pour diminuer cet effet de chaleur. Ensuite, écoutez, j'ai annoncé dès le départ, il y avait déjà un peu plus de 10 engagements sur le volet écologique, le volet panneaux solaires. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des fonds qui sont donnés à la fois par l'Europe, à la fois par les collectivités, par l'État, pour justement inciter les communes à équiper leurs bâtiments publics de panneaux solaires. Et pour répondre à votre question du début d'entretien, aujourd'hui, donc Monsieur Daninos avait parlé de thalassothermie. Aujourd'hui, on développera aussi la thalassothermie. On y reviendra sur la thalassothermie. Je voulais revenir sur ce poumon vert. Oui. Alors, poumon vert, moi, j'imagine, dans la Seine-sur-Mer, comme à New York, un Central Park. Alors, bien sûr, de moins grande surface, mais c'est ce que j'imagine. Est-ce que ça va se concrétiser comme ça? Comment ça va se profiler? Qu'est-ce que ça va donner, ce poumon vert Alors, Parce que ça fait rêver. On rêve tous d'un jardin. Vous savez, moi, je suis une femme d'action. Voilà. Donc, je ne suis pas une femme de proposition. Je suis une élue qui a toujours mené des actions concrètes. Donc, ce ne sera pas Central Park. Je pense que vous n'habitez pas la Seine pour imaginer un Central Park à ce niveau-là. Mais c'est pour ça que j'ai précisé de moins grande surface. Voilà. En fait, vous avez le lycée Bossier, vous avez du foncier qui appartient à la région. Et sur ce foncier, vous avez une partie d'une maison qui appartient à la région. Il y a un terrain juste derrière, arboré, qui aujourd'hui n'est pas du tout occupé et pour lequel il est en plein cœur de ville, juste devant le lycée. Pour préciser, il est au lycée Bossier, c'est bien ça. Hein. Tout à fait. Au lycée Bossier, donc oui, si je ne voulais pas préciser, donc vraiment en cœur de ville. Et aujourd'hui, ce petit poumon vert qui est là, aujourd'hui, on y trouvera des bancs, on y trouvera la possibilité aussi, pour en avoir discuté avec les enseignants, de pouvoir y mettre des jardins partagés et d'inciter justement, vous savez, les jeunes aussi et les enseignants qui le souhaitent, à intéresser de plus en plus les jeunes sur la biodiversité. Donc ça peut en faire l'objet aussi. Et ce sera un beau lieu de rencontre en plein cœur de ville. Alors, quand on regarde votre programme, la première ligne, alors bien sûr, faire de la Seine une référence nationale, la première écoville, c'est 0% de construction nouvelle. Il ne sera plus possible de bétonner notre ville. La ville de la Seine-sur-Mer. La ville de la Seine. Parce que je n'habite pas la Seine-sur-Mer comme vous l'avez dévoilé. Vous n'avez pas précisé, mais aussi sur des bâtiments collectifs. En effet, aujourd'hui, la Seine est trop urbanisée. On le voit bien, on a des difficultés à circuler, on a des difficultés à entretenir nos écoles, on a des difficultés au niveau de l'assainissement. Donc, il faut vraiment aujourd'hui dire stop. Alors, quand on dit stop, ça veut dire, et vous voyez, vous avez parlé de la métropole tout à l'heure et des compétences. Aujourd'hui, c'est une des compétences de la métropole. Pour autant, quand vous présentez donc la modification de votre plan local d'urbanisme, c'est le maire de la Seine qui présente ce plan local d'urbanisme. Et on y décide ce qu'on veut. Et la réalité, c'est que tous les candidats aujourd'hui vous disent « je suis contre l'urbanisation » et ils ont fait même de coste chaude un peu le faire valoir. Écoutez, après, je vous l'ai dit, moi je suis une femme d'action. Pour moi, il n'y a que les actes qui comptent. Et quand vous regardez la délibération sur Coste-Chaude, tout le monde peut le voir sur le site de Toulon-Provence-Méditerranée, la modification du plan local d'urbanisme, le maire sortant a voté pour. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, sur un terrain à Coste-Chaude, on a acté le fait qu'on voulait faire passer de la construction de bâtiments en R+1, c'est-à-dire en villa, en R+2, donc en immeuble. Et la liste conduite par Mme Biquet, pour laquelle vous avez des conseillers métropolitains, que ce soit M. Collin, Mme Biquet elle-même ou M. Gutiérrez, ne se sont même pas présentés le jour du vote. Et là, aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, il y a des compétences métropolitaines. Oui, le maire et la maire que je serai s'opposera fermement sur ces projets-là. Et nous reviendrons sur les modifications du PLU. Et Bois Sacré, c'est la même chose. Mauvéou aussi. Alors, Madame Torres, on peut se regarder.
Donc vous êtes prête à payer des amendes parce que la loi de solidarité de rénovation urbaine nous oblige les villes comme la Seine à avoir 25% de logements sociaux. Donc vous êtes prête, on est carencé à la Seine, et vous êtes prête à payer des amendes? Alors justement, sur ce sujet-là, aujourd'hui, la Seine, elle a 19%, elle remplit à 19% le quota de logements sociaux. Aujourd'hui, il y a 3 villes qui ont entrepris vraiment une grande dynamique depuis maintenant ces dernières années dans la métropole. La ville de la Garde, qui est la seule à avoir ce quota de logements sociaux. Ensuite, il y a Toulon et il y a la Seine. Écoutez, ça, c'est des discussions qu'on a avec le préfet. Aujourd'hui, tous discutent. Tous discutent. Pourquoi? Parce qu'on est quand même dans une ville qui aujourd'hui est en grande difficulté, pour lequel on a un taux d'imposition qui est quand même assez élevé. On n'arrive pas. Alors après, on discutera des orientations et des choix budgétaires qui sont faits à ce niveau-là. Mais oui, moi je vous le dis, aujourd'hui, il faut que les Sénois aussi puissent respirer et sur lesquels on puisse aussi maintenant dire oui au niveau du logement Quelle est votre social. solution? Et bien sûr, et je vous dirais oui, il faudrait payer la taxe. Donc vous êtes pour payer une amende? Aujourd'hui, elle est de 300 000 € l'amende. Aujourd'hui, qu'on l'a payée en 2019 et qu'on a voté. Aujourd'hui, nous, Sénois, et en plus, c'est une question qui aujourd'hui vient quotidiennement à l'esprit, on échange, et on dit oui, on est prêt à payer cette taxe. Et par contre, je veux revenir sur un sujet très important. Les logements sociaux. Moi, je dis oui, on en a besoin. Et beaucoup de Sénois sont éligibles aux logements sociaux. Vous savez, c'est très difficile quand on croise des personnes dans la rue qui aujourd'hui ne peuvent pas vivre à côté de leurs parents, qui ne peuvent pas les accompagner parce qu'ils prennent de l'âge, et qui aujourd'hui se voient attendre depuis 5-6 ans à se voir attribuer un logement, et qui sont obligés d'aller se loger dans des villes voisines, dans des petits oui-oui, à 400, à des loyers qui sont quand même assez importants, dans 15-20 mètres carrés. Moi, je dis du logement social, oui. Il faut faire très attention à qui on les attribue. Et du logement social, je dis oui pour les Sénois. Alors, autre point également de votre programme, et c'est un point noir à la Seine-sur-Mer, en tout cas vous le soulevez suffisamment pour intervenir dessus. D'ailleurs, vous allez demander justement la consultation des Sénois, vous allez consulter les Sénois sur les nouveaux schémas de circulation de la ville. Donc rien ne se fera sans cette consultation. Écoutez, la consultation aujourd'hui, en tout cas concernant le plan de circulation, est très importante. Et déjà, les projets aujourd'hui qui peuvent être proposés comme des ponts, qui passeraient directement... Passerelle. Voilà, passerelle. Qui passeraient devant l'hôtel Kyriade. Parce que dans votre projet, il y a un pont également. Alors, dans le une promenade. Dans le projet de M. Daninos, oui, en effet, et on en a parlé justement dans le deuxième projet suite à notre fusion. Écoutez, moi, j'avais été très surprise par ce pont, cette promenade. Il est vrai qu'elle a eu un œil attentif des Sénois. Et moi, j'estime qu'à partir du moment où les Sénois ont eu un œil attentif sur ce pont, il ne faut pas directement le balayer. On va revenir à la circulation, Sandra Torres. On revient sur la circulation, mais c'est très important parce qu'on parle de passerelle, on parle de sujet et on parle de consultation. Bien sûr qu'il faut une consultation. Parce que elle se fait comment, cette consultation? Elle se fait quartier par quartier. Aujourd'hui, vous avez des CIL qui représentent les habitants des quartiers. Après, j'ai déjà annoncé que alors on va rentrer sur l'aspect très technique pour les Sénois qui nous écoutent, c'est déjà d'ouvrir, ça je l'ai annoncé déjà dans mon programme, l'avenue Fraisse. Donc jusqu'à maintenant, quand vous passiez le port, vous passiez devant la poste, jusqu'à maintenant pour accéder aux collines de Tamaris, à l'avenue Esprit Armando, vous pouviez couper. On va réouvrir cette partie de l'avenue. Et pourquoi un schéma de consultation, pour répondre à votre question, c'est que la Seine, elle a évolué aussi ces 12 dernières années. Il est important que les Sénois soient associés parce qu'il faut penser au mode doux aujourd'hui. Il faut penser à circuler à vélo, il faut penser à circuler à pied, il faut penser à utiliser un peu plus les transports en commun et ça peut se faire qu'en concertation avec les habitants. Et ça fait partie de votre programme. Alors, on arrive au bout du temps qu'on a consacré à l'écologie, ça va vite, et on a 10 minutes environ par thème. Zéro déchet, zéro saleté. Je voulais revenir sur la thalassothermie, qui est l'or bleu de la Seine, c'est ce que vous le disiez. Donc, comment allez-vous mettre en place? Qu'allez-vous proposer? Comment allez-vous faire justement pour généraliser? C'est ça la thalassothermie? Dès que vous avez un projet qui se prédéfinit sur la ville, et bien vous pouvez tout à fait imposer dans le cadre de la construction le fait de se relier à la thalassothermie. Aujourd'hui, ça se fait dans plusieurs villes et en effet, c'est ce que nous proposerons. Puis, l'investissement reste élevé pour ce type de pompe à chaleur. Ce sont des pompes à chaleur. Après, vous avez quand même des subventions qui vous sont données au niveau de l'Europe, justement, pour accompagner tout ce qui est développement durable, transition énergétique. Donc la thalassothermie, si elle se met en place, elle se mettra en place sur l'ensemble des habitations, elle se mettra sur les bâtiments publics? Alors, sur les bâtiments publics, sur les projets privés, et de proposer justement aux habitants de se relier à la thalassothermie. Après, un élément, donc on ne peut pas... on a
peu de temps là pour terminer sur l'écologie, mais vous avez parlé de zéro déchet, zéro saleté. Aujourd'hui, la ville de la Seine, elle est sale. On a des dépotoirs qui sont installés un petit peu partout. Et même si c'est une compétence métropolitaine, Non, allez-y, continuez, c'est simplement l'alarme même si c'est une qui nous compétence dit effectivement. métropolitaine, la collectivité peut tout à fait aujourd'hui, grâce à sa brigade de l'environnement, mettre des moyens pour récolter et ramasser un peu plus souvent les déchets qui sont sur la voie publique, parce qu'une ville sale, une ville qui n'est pas propre, c'est une ville qui ne peut pas s'ouvrir sur le tourisme, c'est une ville dans laquelle les habitants se sentent mal. Et aujourd'hui, il est très important qu'on puisse aujourd'hui vivre dignement dans notre belle ville de la Seine-sur-Mer. Merci Sandra. T'aurais une question, Patrick? Non, on aborde la sécurité. Bon, les pistes cyclables rapidement. Les pistes cyclables, alors là, ça faisait partie déjà du projet, piste cyclable qui part de Janas, qui descend, donc les Sénois vont sûrement voir de ce dont je parle, donc on part de Janas, on descend sur l'avenue Pablo Neruda, on arrive à Marvivo, on reprend sur les Sablettes, on passe la corniche de Tamaris, on arrive en centre-ville et ensuite on arrive à la zone de Brégaillon. C'est un enjeu majeur pour la mobilité à la Seine-sur-Mer. On en reparlera puisque tout à l'heure nous allons parler de la corniche Tamaris, donc vous aurez l'occasion d'évoquer également cette piste cyclable. La sécurité maintenant, alors la sécurité, vous allez réorganiser la police municipale en termes de moyens humains et matériels. Alors est-ce qu'il y aura plus de fonctionnaires, de policiers municipaux? Oui, non? Alors en fait, aujourd'hui, dans les effectifs qui nous sont annoncés, vous avez une partie des policiers qui sont réaffectés dans d'autres services. Donc, ils ne sont pas forcément sur la voie publique, ils sont soit au service technique, qui sont passés dans les services administratifs et qui ne sont pas présents et opérationnels sur le terrain. Donc, sur le nombre de policiers annoncés, un peu plus de 70, vous avez, quand vous faites le compte, vous avez aujourd'hui 36 policiers qui sont réellement sur le terrain. Je ne parle pas des ASVP. Hein. Donc, c'est la raison pour laquelle les Sénois s'aperçoivent quotidiennement que la présence manque. Alors, ce n'est pas dû aux policiers eux-mêmes, c'est dû au manque d'effectifs. Donc oui, moi j'annonce qu'il y aura une réorganisation totale. Alors, combien de policiers municipaux supplémentaires? Une dizaine de policiers municipaux. Sur 6 ans, ou bien ça se fera tout de suite la première année? Ça va se faire au maximum que l'on pourra dès la première année. Parce que vous savez, la sécurité à la Seine, c'est pas qu'un sentiment d'insécurité. Aujourd'hui, on a des problématiques quotidiennes de cambriolage, d'agression. Aujourd'hui, on arrive à une période estivale. C'est très important de pouvoir avoir une présence policière quotidienne. Vous savez, non seulement c'est rassurant, mais ça permet d'intervenir rapidement. Et on peut parler aussi de la vidéo protection. Je ne sais pas si c'était... Bien sûr, c'est l'augmentation du nombre de caméras de surveillance. Hein, et la création un centre de supervision urbaine. Parce que ce centre de supervision... Il n'existe pas. Il n'existe pas. Aujourd'hui, vous avez une personne derrière la caméra qui n'est pas là 24 heures sur 24, un centre de supervision urbain. Donc j'ai dit urbain, que je sois bien remis au clair. C'est du personnel formé, derrière les caméras, quotidiennement, 24/24, 7 jours sur 7, qui voient ce qui se passe à travers la ville, parce que les caméras, il faut qu'elles soient mobiles, et qu'on puisse rentrer en force d'intervention très rapidement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des caméras qui ne fonctionnent pas. Vous en avez certaines qui enregistrent. Donc en fait, ils utilisent les caméras qu'une fois qu'il y a une plainte déposée. C'est pas ça l'objectif d'une caméra, des caméras. C'est de voir un peu ce qui se passe et de faire intervenir la police au moment où c'est nécessaire. Et parfois, ça suffit. Ça va suffire pour dissiper un groupe. Ça va suffire pour pouvoir intervenir très rapidement et puis d'avoir un contact avec la population quotidienne et de pouvoir répondre aux attentes. Donc comment vous allez financer les 10 fonctionnaires supplémentaires? Alors vous savez, aujourd'hui, quand on voit le nombre de fonctionnaires que nous avons, alors qui font un travail formidable, le nombre de non-titulaires a considérablement augmenté entre 2008, donc le début du mandat de M. Vimot, et aujourd'hui. Ça représente un peu plus de 27 millions d'euros. Voilà. Après, il va falloir en effet se donner les moyens de pouvoir embaucher des policiers supplémentaires, de les accompagner, de les former. Pourquoi? La sécurité, c'est la première des libertés. On ne développera pas l'économie, on ne développera pas la ville et son image, on ne donnera pas envie aux entreprises de venir d'investir, aux croisiéristes de venir balader si on n'a pas une ville sécurisée. Donc s'il y a vraiment des moyens à mettre aujourd'hui, alors on a aussi du personnel, vous savez, tout est possible, de pouvoir avoir envie de changer de métier, de s'orienter, de se reformer. Donc ça va passer par la formation interne, c'est ça? Vous savez, moi je travaille dans les ressources humaines. Aujourd'hui, on a du personnel municipal qui attend que ça, de changer. Vous savez, l'usure du métier aussi, c'est difficile de travailler pour les services publics. Et parfois, d'avoir envie de changer, ben oui, bien sûr. Par contre, il faut être formé, et formé de façon quotidienne. La loi évolue, le rapport à l'humain évolue aussi. Donc c'est essentiel, et bien entendu qu'on ira chercher les moyens aujourd'hui pour avoir une police efficace, efficiente, et qui nous garantisse la meilleure des sécurités. Dans votre schéma de sécurité, la police nationale,
La coordination avec la police nationale est essentielle. Voilà. Aujourd'hui, il faut aussi pouvoir donner les moyens dans cette coordination. Quand on parle du centre de supervision urbain, quand vous allez sur des communes comme celle de Toulon ou même celle de Nice, on en parle beaucoup, il y a un vrai travail en collaboration avec la nationale et la municipale. Pourquoi ? Parce qu'il y a justement une intervention qui se fait rapide sur le terrain et ça permet à la nationale de travailler sur d'autres actions qui sont vraiment de leurs compétences, qui sont régaliennes. Il y a aussi un centre, je souhaiterais remettre le centre de jeunesse, le CLJ pour les jeunes, qui a toujours existé pendant de nombreuses années à la Seine, où pendant les vacances scolaires, ceux qui souhaitaient avaient la possibilité de mettre leurs enfants, enfin leurs adolescents, dans ce centre pour jeunesse qui accueillait des policiers qui étaient au contact des jeunes autour du sport, des sports maritimes, parce que je pense qu'il faut aussi recréer du lien aujourd'hui entre la jeunesse et les forces de police. Et ça, c'est la... Pardon, excusez-moi, finissez, excusez-moi. Non, vous savez, moi, le débat aujourd'hui qui est fait sur la police, c'est pas un sujet qui doit être donné à l'extrême droite. La sécurité, elle est pour tout le monde, elle est pour tous les quartiers, elle est pour toutes les populations. Moi, je suis fille de policier et quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, mais ça me fait mal au cœur parce que moi, mon père, il s'est levé pendant des années, à la retraite aujourd'hui. Il n'était pas toujours à la maison, mais franchement, sincèrement, j'ai aussi un message sincère à adresser aux forces de l'ordre, voilà, dans leur quotidien. Donc c'est un domaine qui va vous tenir à cœur en tant que premier officier de police de votre ville. Tout à fait. Donc vous allez vous y atteler plus particulièrement ? Tout à fait, j'y suis attachée tout particulièrement parce que à la Seine, alors je reviens toujours sur notre ville parce qu'il ne faut pas faire une généralité, mais à la Seine, on a de vraies difficultés aujourd'hui, ça manque. Et on peut parler de police de l'environnement, on peut parler voilà, d'une police de proximité. Une police de proximité. Il n'y a rien de pire aujourd'hui de vous faire cambrioler ou d'avoir un policier qui vous dit je ne peux pas intervenir ou d'avoir personne quand vous appelez la nuit. Dans votre programme, avant le premier tour par exemple, vous parliez d'une création d'une unité de formation aux techniques d'intervention, de maîtrise des équipements. C'est toujours d'actualité ? Toujours, je vous l'ai dit, la formation aujourd'hui de façon générale, elle est importante. Suivi des évolutions juridiques également. Tout à fait, qu'on puisse répondre. Vous savez, le cadre légal évolue rapidement et puis ça nécessite forcément de se tenir quand même, j'allais dire en forme physiquement, de s'en sentir fort et puis dans le rapport aux autres et à la fonction, j'allais dire publique en général, vous savez, même sur l'accueil, parce que parfois vous pouvez être usé, parce que les personnes deviennent, par moments on l'a vu, même avec l'après-Covid, on en parle peu, mais aujourd'hui vous avez beaucoup de personnes en difficulté. Oui, il faut être formé sur les techniques d'intervention. Je pense aussi à pouvoir avoir une police musclée, oui. Madame Torres, les incivilités pourrissent la vie des Seinois, que ce soit les déjections canines, que ce soit aujourd'hui avec les masques sanitaires, on en voit de partout. Est-ce que vous allez être très rigoureuse sur le respect de notre environnement ? Tout à fait. Donc c'est pour ça que quand on parle de la police et de l'intervention de la police à la Seine, oui. Vous savez, aujourd'hui, on en est à la Seine avec le mandat de M. Vimo, c'est qu'aujourd'hui, quand vous prenez vos petits chiens, comme il n'y a pas de verbalisation, sur certains terrains, on interdit la promenade des chiens. Écoutez, moi, je vois les choses à l'envers. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, majoritairement, les gens ramassent. Après, il faut mettre à disposition les petits sachets, même si, vous savez, moi j'ai un chien, donc je ramasse quand je le promène. Mais écoutez, ceux qui ne respectent pas, qui jettent leurs déchets par les fenêtres, qui laissent les déjections canines, c'est puni par la loi. Il y a des règles en France. Il faut les respecter, ces règles. Quand les personnes prennent une contravention, je peux vous garantir que ça les calme. Et quand on parle de vidéoprotection, c'est que sur des points vraiment avec des caméras nomades sur lesquelles on va pouvoir bouger sur le territoire, mais quand vous voyez des personnes qui ouvrent le coffre et qui jettent sur la voie publique tous leurs déchets, alors qu'il y a quand même des passages récurrents, ils ne veulent pas la déchetterie, ça c'est des enjeux, ça pollue la vie de la Seine, les Seinois en ont marre. Donc oui, de la rigueur, oui, on a en France des droits et des devoirs, oui, on les fera respecter et pour le bien-être de tous. Tolérance zéro ? Tolérance zéro. Parfait, Sandra Torres, concernant ce thème de la sécurité, merci. On va maintenant aborder l'urbanisation. Alors, on va parler des différents quartiers à la Seine. Donc, effectivement, c'est, comme le dit une candidate, donc je ne la nommerai pas, une candidate en lice encore pour le second tour. C'est une mosaïque de quartiers, finalement, la Seine-sur-Mer. Quartier Nord, quartier Sud, le centre-ville. Alors ça, c'est important, le centre-ville. Comment redonner vie et envie de revenir au centre-ville, à la population, mais également aux commerçants. Alors, c'est un sujet très fort, la redynamisation du centre-ville. Pourquoi ? Parce que le cœur de ville, de façon générale, c'est, pour toutes les villes de France, c'est l'image de la ville. Et aujourd'hui, on a un centre-ville qui se meurt totalement,
Alors, on a, dans le cadre du nouveau plan de renouvellement urbain, 15 millions d'euros qui ont été fléchés par l'État, dont 10 millions qui Fléché, sont... pour repréciser fléché, enfin, il faut préciser un peu, il faut Alors, vulgariser un pardon. peu vos propos. Oui, Tout le pardon. monde comprend. Oui, fléché, ça veut dire que, en fait, l'État s'est engagé à donner 15 millions d'euros sur un territoire bien donné au cœur du centre-ville, parce que ça aussi, il faut que les Sénois l'entendent. Ces 15 millions d'euros, c'est 10 millions pour la réhabilitation des logements et 5 millions pour la voirie. Donc, faut faire On avait très entendu attention. parler d'une enveloppe de 40 millions d'euros. Oui, ça a été l'annonce faite avec la métropole, aujourd'hui qui aurait été annoncée. Écoutez, moi je veux vous répondre là-dessus. 30 millions annoncés déjà sur la corniche de Tamaris il y a 2 ans. Voilà. Moi je parle aujourd'hui de l'annonce faite par le gouvernement sur les 15 millions. Donc sur ces 15 millions, 10 millions pour l'habitat, parce qu'aujourd'hui la difficulté qu'on a en centre-ville de la Seine, c'est qu'aujourd'hui il est très paupérisé. Vous vous rendez compte, il y a 96 logements insalubres en centre-ville de la Seine, dans lequel des gens vivent. Alors qu'aujourd'hui, la compétence du maire, c'est de faire respecter, de ne pas laisser des gens dans des logements insalubres et de proposer de les reloger ailleurs. Et pour redynamiser le centre-ville, il va falloir, au niveau de l'habitat, avoir des personnes qui reviennent avec du pouvoir d'achat. Voilà. Il faut aussi pouvoir que nos personnes âgées puissent revenir en cœur de ville pour habiter, pour retrouver toutes les commodités. Après, sur le volet économique, oui, il y a des enjeux. Aujourd'hui, il y a des enjeux. Le centre-ville de la Seine a une particularité, c'est qu'on n'a pas de surface trop grande pour accueillir des grandes enseignes. Alors on y reviendra tout à l'heure sur le volet économique, si vous Alors me sur le permettez. centre-ville, pour répondre à votre question, un enjeu majeur, c'est aussi le stationnement. Et aujourd'hui, tant que nous n'aurons pas de parking en entrée de ville, parking des Esplageoles, rappelez-vous, M. Vimot, depuis 2008, quand il est arrivé à la mairie, il a arrêté le projet Quick Park. Ça a coûté quand même 3,5 millions d'euros aux Sénoises et aux Sénois aujourd'hui. La réalité, elle est là. C'est que les 12 ans de mandature de M. Vimot ont quand même coûté très cher. Et si on n'a pas de parking à l'entrée de ville, ça ne solutionnera pas non plus la dynamique de redynamiser la partie entre l'avenue Gambetta, le centre-ville. Parce que qu'est-ce que font les Sénois aujourd'hui quand ils viennent en ville? Et ça pose des problèmes de circulation. C'est qu'en fait, ils viennent sur le centre-ville, ils cherchent une place en zone bleue. Quand ils ne la trouvent pas, ils font tout le tour du port. Et pour tout ça, pour refinir à Martigny. Donc en gros, ça fait un sens de circulation double, ça crée des soucis, et parfois même il repart parce qu'il ne trouve pas de place. Vous avez... Pardon, finissez, excusez-moi. Allez-y, non. Non, vous avez poussé la réflexion sur les parkings, même pour dire peut-être que les autochtones auraient la gratuité de la place de parking, et les touristes devraient payer. Est-ce que vous Ça a été controversé, ça d'ailleurs. Alors oui, ça a été controversé. Écoutez, moi je suis désolée, dans une ville qui est quand même en difficulté financière, et pour lequel, si on a des grands projets, il faut trouver des moyens. Voilà. Les moyens, il n'y a pas de raison qu'on n'augmentera pas les impôts, parce qu'après, comment on finance? Il n'y a pas 50 000 choix aujourd'hui. On augmente les impôts, on propose des projets à délégation de services publics, ou bien, on trouve d'autres moyens de faire payer et de rentrer de l'argent dans les caisses. Bien sûr, le parking gratuit pour les Sénois, ça se fait dans certaines villes de France, et payante pour les touristes. Alors, ça peut choquer certains, mais je suis désolée, quand on voit toutes les villes environnantes aujourd'hui autour de la Seine, quand vous allez à Sifour, qu'arrive l'été, vous payez votre parc-mètre. Voilà. Nous, il n'y a pas de raison que quand on vient à la Seine, on ne paye pas. Alors, ça ne sera pas un prix prohibitif. Mais comment voulez-vous qu'on puisse monter nos projets structurants, qu'on ait une ville végétalisée, qu'on puisse aider au développement de l'économie, si on n'a pas les moyens de rentrer de l'argent dans les caisses? Et je reviendrai jusqu'au bout des parkings, parce que ça, c'est un élément important dans les compétences. Là, je m'adresse aux Sénoises et aux Sénois. Il est important, aujourd'hui, pour notre avenir, que nous puissions garder du foncier pour pouvoir construire des projets structurants qui vont nous permettre de récolter de l'argent. Je m'exprime. Par exemple, un des enjeux, les croisières. Il nous faut un parking municipal. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on sait que les armateurs, quand ils veulent s'installer sur les croisières, en tout cas quand ils veulent faire commencer les croisières, ils ont besoin de places de parking. Aujourd'hui, demain, nous construisons un parking municipal sur lequel les personnes vont payer tout le temps où elles partiront en croisière. C'est de l'argent direct dans les caisses de la ville. Ouais. Ça faisait partie du prochain, mais bon, vous y avez déjà répondu, on y reviendra très succinctement. Je voulais simplement vous demander comment vous le voyez maintenant, lorsque vous serez élu, si vous êtes élu bien sûr, le centre-ville de la Seine-sur-Mer. Écoutez, ce centre-ville... Avec les commerces, avec... Je vois... Aujourd'hui, on a quand même des atouts à la Seine. J'ai parlé de la marque Made in la Seine. Aujourd'hui, on fait quoi à la Seine? On fait de la CAD. On a des parcs... à poissons, on a des parcs à moules, on a des parcs à huîtres, on a l'atelier des choux qui s'est installé à la Seine, on a une multitude d'atouts qui font que
il n'est pas normal que dans le centre-ville de la Seine, on ne puisse pas aujourd'hui favoriser l'implantation de commerce de bouche. Pas que de commerce de bouche. D'ailleurs, j'ai proposé dans notre programme, si nous sommes élus, de rendre piéton le cours Louis Blanc. On a les halles aux poissons. Aujourd'hui, vous avez vu l'état du bâtiment ? Vous avez vu un petit peu l'état du bâtiment, alors que là, auparavant, on pouvait venir acheter son poisson, ce qu'on fait toujours aujourd'hui. Mais quand vous voyez l'état, alors ça paraît aberrant, mais ça donne pas envie aux badauds de venir se promener. Donc oui, on va faire et mettre tout en œuvre pour que le commerce de bouche, l'artisanat revienne en centre-ville de la Seine. Ça sera piéton également, Alors, allez modifier. Comme je vous l'ai annoncé, bien sûr, le cours Louis Blanc, il faut qu'il y ait une logique en fait aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une logique, que les gens Le puissent se port dire... également sera... Alors le port, oui, c'est des enjeux. Après, moi je dis attention au financement. Aujourd'hui, la priorité, il y a des choses que l'on peut faire très rapidement pendant les 6 prochaines années du mandat. Il va falloir aider aussi nos commerçants qui sont déjà en place, parce que là, on n'en a pas parlé. Mais leur situation financière, elle est compliquée aujourd'hui. Avec la crise du Covid ? Avec la crise du Covid. Aujourd'hui, on a proposé un plan d'urgence avec Serge Daninos, 3 plans d'urgence, sanitaire, social et économique. Alors, je voulais y revenir, mais plutôt dans la partie économique. Effectivement, c'est vrai qu'on le voit dans votre programme, vous avez mis effectivement ces plans d'urgence, et on en reparlera tout à l'heure. Pour les quartiers nord et sud de la Seine, par exemple, le quartier nord, on parle beaucoup de prolifération des rats, donc là aussi vous allez vous y atteler, je suppose que oui. Oui, d'ailleurs, ça fait partie des objets, enfin des propositions du contrat. Aujourd'hui, c'est pas normal, mais vous savez, les quartiers nord, le gros problème, c'est Terre du Sud Habitat. Terre du Sud Habitat qui n'a pas fait son travail depuis maintenant 12 ans de mandat de monsieur le maire, puisqu'il était quand même président de Terre du Sud Habitat. Moi, j'ai siégé pendant 1 an à Terre du Sud Habitat. Et quand j'y ai siégé, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis de suite attachée au rapport de l'Ancol, qui est l'équivalent de la Cour des comptes, et sur lequel on disait quoi dans ce rapport ? Que les modes d'attribution des logements sociaux n'étaient pas équitables, qu'il y avait de la gabegie financière, et que la partie logement n'était pas du tout entretenue. Donc oui, la prolifération des rats, c'est un enjeu important. Alors, toujours le quartier sud, les Sablettes, Tamaris. Alors, puisque vous vouliez en parler tout à l'heure, c'est normal d'ailleurs, puisqu'on attend beaucoup de cette magnifique corniche, ce que l'on appelle, je crois, le boulevard ou l'avenue Georges Pompidou, c'est ça ? La corniche, nous on l'appelle la corniche de Tamaris. Voilà, Michel Pacha, pardon. Alors, qu'est-ce qui va être modifié ? Alors, il y a une somme qui a été allouée pour la revalorisation de cette corniche. Qu'est-ce qui va changer dans la corniche, sur la corniche Michel Pacha, comme vous l'appelez ? Écoutez, sur cette corniche, les enjeux sont importants. Les Sénois l'attendent depuis maintenant plusieurs décennies. On voit bien qu'en 12 ans de mandature du maire sortant, il n'y a pas eu de projet. C'est un projet qui a été annoncé à TPM et qui a été budgétisé. 40 millions d'euros, c'est 40 millions d'euros. Ça, c'était en 2018. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Sénois, il va falloir élire le maire qui sera en capacité d'aller à la métropole, défendre tous les projets. La corniche Michel Pacha est un enjeu majeur et vous le savez, aujourd'hui, c'est la vitrine de la Seine. Il n'est pas normal qu'elle reste dans l'état qu'elle est. Donc, il va falloir se battre à la métropole pour que, enfin, ce dossier soit validé. Aujourd'hui, les personnes qui ont été élues à la métropole n'ont rien fait. Voilà. Donc là, j'alerte les Sénois et bien sûr que c'est un enjeu. Vous imaginez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est notre vitrine, c'est un balcon vers la mer, c'est magnifique, c'est un joyau. Le budget a été voté. Vous pensez qu'on peut nous l'enlever ? Non, mais on peut toujours retarder en fixant d'autres priorités sur d'autres projets. Mais alors, comme vous parlez, comme vous l'entendez le terme fléché, donc ils ont été attribués. Les 40 millions Ils ont été bien attribués pour la réflexion. En 2018, voilà. En 2020, je vous interroge. Comment ? Non, mais ça peut toujours être reporté. Si c'est un projet qui voit le jour dans 10 ans, vous imaginez, ça fait 30 ans qu'on l'attend, la route elle est défoncée. Les habitants ne peuvent plus circuler, on ne peut pas s'y promener. Et en plus, pour justement limiter la circulation, les enjeux c'est quoi ? C'est de pouvoir, comme je vous disais, parce qu'il y a des quartiers où on parle peu aussi, qui sont nos quartiers collinaires, qui sont aujourd'hui asphyxiés par la circulation, par l'urbanisation, qui sont aussi pas entretenus. On peut parler des abords, mais quand je vous parle d'une piste cyclable qui part de Janas et qui va jusqu'aux Sablettes, Tamaris, le port et Brégaillon et qui arrive jusque Toulon. Qui cercle la ville quasiment. Complètement, parce qu'aujourd'hui vous avez des personnes qui vont travailler sur Toulon à vélo, qui aujourd'hui, on peut pas circuler, ce n'est pas sécurisé. Donc oui, c'est un enjeu. Alors oui, c'est budgétisé. Maintenant, moi je dis il faut commencer. Il faut commencer à voir le début des travaux. Piste cyclable aussi ? Piste cyclable, c'est incontournable.
incontournable. Et là, on le voit La bien. largeur la largeur de la route va permettre de deux voitures dans un sens et dans Mais l'autre et avoir une piste cyclable. Mais bien sûr, l'avenue. Alors, vous savez, il y a des aberrations quand même. Là, le département a posé des palmiers sur une partie de l'avenue en face du Grand Hôtel. Bah, écoutez, il y avait largement la place aujourd'hui, plutôt que d'y mettre des palmiers et de mettre un tremplin au milieu, de mettre une piste cyclable sécurisée. Oui, aujourd'hui, il y a la place. Alors, merci Sandra Torres donc pour cette partie-là, hein, la partie de la ville de la Seine dans son ensemble. On aurait pu parler des quartiers sud, on n'a malheureusement pas le temps, quoi qu'on vous laisse quand même 10 minutes hein, par thème. On va rester en bord de mer comme ça, le tourisme à la Seine, c'est hyper important. Oui, tout à fait. Et d'autant plus... Alors, qu'est-ce que vous proposez justement pour développer le tourisme à la Seine ? Alors, on a parlé là aussi, donc, c'est une manne financière qui peut arriver. C'est une manne financière essentielle aujourd'hui et qui est indispensable. Vous savez, quand on parle toujours de finances et d'avoir les moyens pour faire des choses, par exemple le casino Joa qui a été très controversé, mais aujourd'hui ça nous permet de rentrer de l'argent dans les caisses et qui nous permet d'aujourd'hui de le réinvestir ailleurs. Oui, le tourisme c'est un enjeu. 25 km de côte, des plages magnifiques. Et aujourd'hui, pour qu'on puisse mettre en valeur ce tourisme, eh bien, il faut se donner les moyens, il faut embellir la ville, il faut la rendre propre, respirable, en faire la première écoville de France, mettre en valeur notre savoir-faire, le Made in la Seine, entretenir nos plages. Regardez, un des enjeux aujourd'hui, pavillon bleu à la Seine, nous avons que les Sablettes et Marviveau. Mais on a quand même d'autres plages aujourd'hui qui sont magnifiques à la Seine. La Verne, la Vernette, Fabregat, c'est quand même des bijoux. Tout ça, c'est dans votre délégation, c'est la délégation d'un maire d'aménager. Alors, sur les pavillons bleus, oui, c'est de se motiver. Si vous voulez pas avoir le pavillon bleu, vous portez pas vos projets, vous n'aurez pas le pavillon bleu. Chaque maire aujourd'hui, dans chaque collectivité, porte sa ville avec ses projets. Aujourd'hui, quand vous avez des villes qui se situent plus, enfin, qui engagent peut-être un peu plus de financement autour de la culture, c'est un choix. Alors c'est un choix, mais aujourd'hui, tout dépend du maire. Et quand on parle, vous voyez, des atouts touristiques, aujourd'hui, c'est pas normal que dans nos plages, on n'ait pas, par exemple, des sanitaires. Parce que quand on parle de tous les quartiers, aujourd'hui, quand vous allez à la plage de Fabregat ou à la plage de la Verne, vous n'avez pas de sanitaire. Mais je vous laisse imaginer ce que font les touristes ou même les personnes qui viennent sur les plages. Ils se débrouillent et vous pensez aux habitants. C'est pas acceptable. Les poubelles, les entretiens. Moi, j'ai pris des photos régulièrement sur les Sablettes. Vous avez des conteneurs entiers. Les commerçants ne savent pas où jeter leurs poubelles. Ils ont ça devant leur restaurant. C'est déjà difficile. Et vous savez, je veux juste revenir sur un point important. On parle, il ne faut pas oublier le Covid et on est en post-Covid. Aujourd'hui, on sait que les concitoyens vont majoritairement venir passer leurs vacances en France. Il est temps que la Seine, justement, là, mette en avant tous ses atouts. Le Made in la Seine en est aussi l'occasion. L'organisation de festivités. Vous savez, des fois, ça ne dépend de pas grand-chose. Mais là, il y a eu la fête des pères. Si on avait harmonisé, par exemple, avec une petite campagne, dans chaque quartier où vous avez des commerces, que ce soit à Janas, à Vignelongue, à Marviveau, aux Sablettes, en centre-ville, une communication commune sur cet événement-là, serait aussi mis en valeur là, la ville. C'est beaucoup plus l'association des commerçants. Vous voulez un peu fédérer un peu Il faut les accompagner. Aujourd'hui, d'autant plus qu'après le post-Covid, on a des commerçants qui sont en souffrance. Et d'ailleurs, dans le projet qui est proposé, puisqu'on a fait un calendrier juillet-décembre, un centre de ressources qui sera créé dès notre élection pour pouvoir accompagner les commerçants à la recherche d'accompagnement financier pour qu'ils puissent se développer, qu'ils puissent aussi se maintenir. Parce que, vous savez, moi, j'ai été beaucoup sollicitée en tant que conseillère régionale pour les accompagner sur la construction de leurs dossiers et puis aussi pour attirer de nouveaux commerçants à s'implanter. Une pierre d'achoppement aussi, Madame Torres, c'est les croisiéristes. Oui. Les commerçants trouvent scandaleux de voir passer des bus de croisiéristes et ne s'arrêtent jamais au centre-ville. Quelle est la solution que vous avez trouvée ? Déjà d'avoir un centre-ville où les croisiéristes, ils ont envie de venir. Parce que quand vous avez des croisiéristes qui viennent, c'est avec l'armateur qu'il faut discuter et mettre en avant et le faire valoir de notre ville. Et de dire, voilà, si vous venez à la Seine, on met à ma disposition la possibilité de découvrir notre marché provençal, sur lequel vous avez le Made in la Seine, notre CAD, sur lequel vous allez avoir aussi de la déco, la possibilité aussi de pouvoir balader au centre-ville, mais pas que de les emmener aux Sablettes. Mettre en avant les productions locales. Vous parlez de la CAD, vous parlez des huîtres également. Les huîtres, la découverte des parcs à huîtres, des parcs à moules, des fermes aquacoles, les emmener au Fort Napoléon, leur expliquer l'histoire de la Seine. On a parlé aussi, je ne sais pas si vous en parlerez si on aura le temps, mais d'un centre de mémoire sur les chantiers, de leur faire connaître, mais il faut que ce soit attrayant. Aujourd'hui, l'armateur, il est prêt à venir à la Seine. D'ailleurs, à ce sujet, il est très important qu'on nous ayons aussi à la ville de la Seine quelqu'un qui connaisse bien les sujets de la mer. Que ce soit au niveau industriel, petite plaisance, grande plaisance, et aussi au niveau touristique.
parce que les atouts, on les a. Maintenant, il faut les mettre en avant. Aujourd'hui, les armateurs sont prêts à discuter. Bref, il faut leur faire des propositions. Et aujourd'hui, on n'a que des atouts. Le petit train qui pourrait tout à fait les emmener aux Sablettes, pour lequel vous pouvez trouver des objets provençaux, sur lesquels vous pouvez manger des glaces. Voilà, partager, profiter. Mais après, il faut avoir juste l'offre en face. Une manne de touristes aussi, c'est des animations culturelles et vous voulez faire un festival. Oui, toujours d'actualité, le Festival de l'humour international à la Expliquez Seine. un petit peu en détail si vous en avez quelque En chose fait, à ce nous festival de l'humour, alors après, il y aura on est quand même en post-Covid, donc il faut attendre de voir un petit peu ce qui va se passer. Mais À partir pour du autant, 1er juillet, en principe. À partir du 1er juillet. Ce festival, il a pour objectif quoi? Le premier festival de l'humour international. Ça n'existe pas ailleurs. Aujourd'hui, il sera possible à la Seine. Pendant une semaine, vous allez avoir des humoristes qui vont venir, connus, d'autres un peu moins connus, sur plusieurs scènes au niveau de la ville. Donc, il y aura des spectacles gratuits, des spectacles de rue, des spectacles payants. Et aussi, on va pouvoir permettre aux organisateurs de pouvoir faire des rencontres. Et ça sera des rencontres business sur lesquelles ils pourront aussi échanger avec des entreprises. Voilà. Parce que quand on dit, vous savez, le tourisme, aujourd'hui, quand vous discutez avec les chauffeurs de taxi, quand vous discutez avec les bars et les restaurants, en fait, à chaque fois qu'on perd les croisières, le fait d'avoir perdu le nombre de croisières, ça a beaucoup coûté à la ville parce que les personnes ne vont plus consommer, les taxis ne fonctionnent plus parce qu'ils se déplacent plus. C'est une mécanique, bien sûr. Et voilà, une mécanique exactement. économique. Une mécanique qui amène aussi les croisiéristes du cœur de ville sur les Sablettes ou en centre-ville. Est-ce que vous avez budgétisé ce festival de l'humour et qui va le financer? Alors, ce festival de l'humour, il a été budgétisé. Il est financé pour partie par les acteurs privés, puisqu'on fait appel à des professionnels. Donc, ce n'est pas un festival public. Et ensuite, on ira chercher des financements qui sont un peu plus de 150 000 euros entre la région, l'État. Le budget, il est de l'ordre de combien? De 300 000 euros au total. 300 000 euros. Sur Voilà. combien de périodes, combien de jours? Alors, c'est un festival qui va durer un peu plus d'une semaine, pour lequel les retombées économiques sont estimées un peu plus d'1 million d'euros. Et qui devrait démarrer, donc, en principe, mai 2021. Mai 2021, alors sûrement pas dans la configuration prévue initialement, Bien sûr. parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des priorités. Et là, je pense à tout le volet économique. On peut parler des soutiens aux familles. Voilà, il y a quand même des enjeux aujourd'hui importants. Pour terminer, le cinéma, peut-être, puisque ça fait partie aussi, ou les ateliers mécaniques, ça fait partie aussi donc des sujets qui ont été mis sur la place publique, et avec Coste Chaude, avec le cinéma, vous y êtes bien sûr Écoutez, favorable. J'y suis favorable, bien sûr que j'y suis favorable. Après, aujourd'hui, on va voir si le projet va pouvoir aboutir. Donc, au moment où je vous parle, je n'ai pas les données qui ont été données par la collectivité, par le maire. Donc, on attend. C'est au niveau juridique aujourd'hui que ça se joue. Vous êtes favorable pour le cinéma et pour d'autres... en l'état, aux ateliers mécaniques, il y a déjà un programme qui est C'est prévu. délicat, ce Est-ce que vous le sujet. gardez en l'état? C'est délicat ce sujet. Moi, j'aurais fait autre chose dans les ateliers mécaniques. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'attendent les Sénois? C'est qu'aujourd'hui, sur ce terrain-là, on puisse avoir un projet structurant. Donc, c'est le projet du maire sortant. C'est un projet attendu par les Sénois. Les Yaka Faucon, voilà. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on attend Sénois, c'est de plus avoir cette verrue-là. Et on verra ce que dira le tribunal. Si c'est accepté, qu'il se fasse. Si c'est pas accepté, moi j'ai une autre proposition sur ce terrain. Par contre, je ne sais pas si on aura le temps, mais j'aimerais bien qu'on parle des plans d'urgence qu'on a proposés. Eh bien justement, bonne transition puisque nous allons y venir. On a terminé donc cette partie l'on consacrait une petite respiration pour passer au sujet comme l'économie, c'est important. Sandra Torres, d'ailleurs, oui, effectivement, vous avez priorisé dans votre programme l'urgence sanitaire, sociale et économique suite à la crise Covid-19 qui démarrera donc en juillet. Soutenir les familles sénoises, soutenir les acteurs économiques. Alors les familles sénoises, vous voulez commencer par les familles sénoises, je suppose? Oui, c'est un enjeu. Vous savez, ça fait partie de votre programme, donc. Ça fait partie du programme, bien sûr, et du plan d'urgence. Les familles sénoises. Aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est que sur ce post-Covid, c'est que vous avez beaucoup de personnes qui se retrouvent en difficulté financière. Voilà. Il y aura beaucoup de gratuité, j'ai vu. Beaucoup, de la gratuité, oui, de la gratuité. Des centres de loisirs, déjà. Les centres de loisirs, c'est un vrai problème, ça. Parce qu'aujourd'hui, quand vous reprenez votre activité professionnelle, si vous n'avez pas l'offre pour accueillir vos enfants, vous faites comment? Eh bien, aujourd'hui, la difficulté, c'est que il faut pouvoir offrir aux Sénoises et aux Sénois la possibilité de mettre leurs enfants dans les centres de loisirs de façon conséquente, en respectant, bien sûr, les normes sanitaires, bien entendu, mais il faut pouvoir aussi que les enfants soient accueillis dans de bonnes conditions. Ils sont restés pendant 2 mois sans contact, ces enfants. Il faut pouvoir aussi leur proposer
en partenariat avec les associations, la possibilité de retravailler. Donc, gratuité pour les centres de loisirs non soumis à ressources. Les cantines ici, j'ai Et les vu. cantines dès la rentrée de septembre à décembre 2020, non conditionnées à ressources. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez beaucoup de familles sénoises qui travaillent ou qui ont perdu leur emploi et qui vont chercher du travail et qui vont être en grande difficulté financière. Pour les seniors, donc j'ai vu mise en place d'un plan canicule. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, vous voyez, cette plaquette, elle a été imprimée depuis maintenant quelques semaines et on colle vraiment au sujet, un sujet important, le CCAS, le Centre communal d'action sociale. Aujourd'hui, c'est le bras armé de la mairie. Il n'est pas du tout opérationnel. Il manque de moyens, alors que c'est vraiment, aujourd'hui, quand vous vous retrouvez en difficulté, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes une famille, vous êtes senior, vous passez le centre communal d'action sociale. Aujourd'hui, il faut à tout prix que nous mettons les moyens humains, formation, et que les personnes soient formées pour pouvoir accueillir et accompagner les familles en difficulté et pouvoir aussi référencer toutes les personnes aujourd'hui qui sont en difficulté. Parce que qu'est-ce qu'on s'est aperçu pendant le Covid? Moi, je suis administratrice au CCAS. On s'est aperçu qu'on avait très peu de contacts et qu'on n'avait pas énormément de personnes qui aujourd'hui s'étaient fait connaître et qui sont restées seules chez elles. Quand vous n'avez pas votre famille qui habite à côté et que vous vous retrouvez enfermé pendant 15 jours, alors vous avez les voisins qui vont vous accompagner, mais ça ne suffit pas. Vous pouvez avoir des proches qui sont loin et qui aimeraient savoir un petit peu où vous en êtes, et c'est très important que ce centre d'action sociale devienne le bras armé. Et d'ailleurs, ce centre communal d'action sociale sera aussi le centre qui permettra de recentrer tous les moyens pour ne pas revivre ce qu'on a vécu, pour qu'on ait des masques, des gels hydroalcooliques, des pastilles d'iode, parce qu'aujourd'hui, on a un risque nucléaire. Vous vous rendez compte, quand on a écrit la plaquette, on était loin d'imaginer qu'on allait avoir l'histoire du Pearl. Alors ça va qu'il n'y avait pas de risque, mais demain il y en a un, on fait quoi? Il faut pouvoir alerter au moment même où il y a un risque, par texto, les Sénoises et les Sénois. Aujourd'hui, on vit quand même dans un monde où vous pouvez être contacté à la minute même et on puisse se dire, bon, zéro risque, en tout cas un minimum de risque. En tout cas, solidarité, pardon, oui Patrick. Oui, non, Madame Tourelle, une ville n'a pas le droit d'être déficitaire. Donc, où vous allez prendre ce budget-là? Est-ce que vous connaissez le budget de la Seine? Bien sûr, 96 millions d'euros. Vous savez, je suis élu, donc si je connais pas mon budget, mais bien vous sûr. allez le prendre Ça fera partie, Patrick, ça fait partie de la partie finance, justement, parce qu'on n'a pas fini avec les... On est un peu dans l'économie, là. Oui, mais justement, on va parce que en fait, vous prolongez les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement. Je vois, par exemple, pour les acteurs économiques, la réduction du montant de la taxe de séjour en 2020, donc jusqu'au 31 décembre 2020, l'exemption de la redevance d'occupation du domaine public pour l'année 2020, l'exonération de la taxe locale également. Donc voilà, là aussi, ça rejoint un petit peu ce que disait Patrick. Ça va. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles et budget exceptionnel. Aujourd'hui, toutes les collectivités, le budget de la Seine, justement, toutes les collectivités aujourd'hui sont là pour accompagner et aider les concitoyens à survivre. La région, enfin, je veux dire, quand il a fallu intervenir, acheter des masques pour aider nos concitoyens à se protéger, quand il a fallu aider les entreprises. Mais bien sûr que l'argent n'a pas hésité. Bien sûr que tous les maires des collectivités n'ont pas hésité. On parle de quoi aujourd'hui? C'est quoi le rôle d'une collectivité? Pourquoi on paye des impôts? C'est pour bien vivre, mais quand il y a des mesures exceptionnelles à prendre, il faut les prendre. Mais par quel moyen Moi, je vais vous y répondre là-dessus. Comme toutes les collectivités le font, comme l'a annoncé le président de la métropole hier, et comme le feront les autres, s'il faut recourir à l'emprunt pour aider à survivre, que les gens survivent, on va avoir recours à l'emprunt. Donc alors, de façon modérée. De toute façon, on a un budget de 96 millions d'euros. D'accord? On a un budget d'investissement à 12 millions d'euros. Alors déjà qu'on n'a pas beaucoup investi, il est clair que l'argent va bien le prendre quelque part. Après, moi, je voudrais quand même intervenir sur la dette. Vous avez des candidats et une candidate et un autre candidat qui dit la dette n'a pas réduit. Si, la dette, elle a réduit. Après, moi, je compte alerter les concitoyens. Vous savez, quand on emprunte, ça dépend pourquoi on emprunte. Parce que si on emprunte pour augmenter les effectifs, pour avoir des postes de complaisance, c'est une chose. Si on emprunte pour des projets structurants, c'est pas pareil. Vous avez des villes comme la Londe, par exemple, qui ont dû avoir recours à l'emprunt pour reconstruire l'avenir. Quand vous achetez une maison et qu'elle prend de la valeur, cette maison, elle vous revient. Après, vous la vendez, vous la louez, vous en faites ce que vous voulez. Mais l'emprunt, il n'y a pas que du négatif dans l'emprunt. Et aujourd'hui, oui, s'il faut avoir recours à l'emprunt, pour aider les Sénoises et les Sénois à finir leur fin de mois, à pouvoir mettre leurs enfants à l'école, oui, on est vraiment dans une situation... Enfin, je ne sais pas si vous mesurez vraiment
aujourd'hui Nous, le côté post-Covid. Nous Moi, mesurons, bien sûr, nous mesurons à titre individuel, bien on est sûr. bien d'accord. Nous mesurons. Après, c'est un discours qui en fait, nous interpelle, puisque vous êtes la seule, en fait, à proposer ce genre Mais d'aide. vous savez, En tout cas, dans votre programme. Hein. bien sûr, parce que moi, le programme post-Covid, il est clair qu'aujourd'hui, il était indispensable. Moi, dans mon activité Ce que je voulais dire, c'est que ça va à l'encontre de tout ce qui est proposé dans le programme. C'est là vous êtes vraiment solidarité et soutien économique. Alors, Et vous parlez d'emprunt, voilà, ça va d'endettement. pas du tout à l'encontre de mon projet, du programme du premier tour. Simplement, on a annoncé un agenda de juillet 2020 à décembre 2020. Situation d'urgence. Après, il y a un plan de reconquête. Ce plan de reconquête, il sera repris avec les thématiques que l'on a prises dès le départ et qui seront les mêmes. Donc, on n'a pas dérogé. Le volet, Non, vous non, savez... c'est pas ce que j'ai dit. Hein, ça va pas à l'encontre de votre programme. D'accord. Non, ça j'avais va à compris ça, l'encontre de ce excusez-moi. qu'on voit actuellement. On parle de écoutez, désendettement et là, vous nous parlez d'endettement. Écoutez, aujourd'hui, des endettements, il y avait l'avant-Covid. Aujourd'hui, D'accord. comment pensez-vous que la région va sortir ses financements? Aujourd'hui, l'État n'a pas hésité quand il a fallu aller chercher des moyens financiers. Ils vont les prendre comment? Ils vont pas sortir. Ils vont pas... Alors, il y a deux possibilités. Il y a trois possibilités. Soit on emprunte, soit on augmente les impôts. Aujourd'hui, la Seine, c'est plus possible. Soit on développe le volet économique. En mettant en place ces mesures, la gratuité, je rappelle bien, sur les personnes non soumises qui sont sans condition de ressources. Ça veut dire aussi donner plus de pouvoir d'achat. Et donner plus de pouvoir d'achat, c'est aussi développer les entreprises et les accompagner. Alors, il nous reste 1 minute sur ce thème de l'économie, parce qu'on a vu... Qu'on parle un petit peu de l'économique numérique. Tout à fait, ça fait partie justement du projet sur le centre de ressources, donc qui sera mis en place pour accompagner le développement des entreprises, leur survie aussi, et sur le volet numérique justement dans le projet que nous proposons, vous avez la maison de l'écologie, et cette maison de l'écologie, elle avait aussi pour objectif le développement d'une application séno-sénoise, Made in la Seine, sur lequel les Sénois vont pouvoir, à partir du moment où ils s'y inscrivent, pouvoir découvrir. Vous allez la mettre où, cette maison de technologie? Comment? Vous allez la situer en centre-ville, à D'accord. côté de la maison du patrimoine, en plein cœur de ville. D'accord. Voilà. Donc ça va C'est être important. numérique, essentiellement. Tout à fait. Aujourd'hui, le numérique, on ne peut pas se passer du numérique. On en venait tout à l'heure, quand je vous parlais des textos à envoyer en cas d'urgence, d'avoir une plateforme qui recense en fait tout ce qui peut se passer sur la ville de la Seine, à la fois les services publics, mais le volet économique, comment je peux consommer en bas de chez moi, pouvoir me faire livrer. Donc le numérique, ce sont des enjeux en effet sociaux. Pour clore ce volet économique, avant d'attaquer le volet finances, on les a déjà Rungis. attaqués, donc... Rungis, Brégaillon. Oui, le Oui, Rungis de la mer. Tout à fait, le Rungis de la mer. C'est un projet qui tenait à cœur à Serge Daninos. C'est un projet pour lequel j'y adhère totalement. Vous savez, moi, j'ai été coprésidente du dispositif Territoire d'industrie qui a été mis en place par l'État et qui, justement, a permis de déployer un certain nombre, un certain moyen et de financement sur la ville de la Seine. On a aidé d'ailleurs les CNIM sur un de leurs projets. Ce que j'ai réussi à mettre en place, c'est le retour des formations sur les métiers de la mer, de la grande plaisance et de l'industrie à l'IPFM, puisque ça, c'est des enjeux aussi économiques. Si on a nos formations, on aura des personnes qui viendront consommer en centre-ville et qui viendront y habiter. Et le Rungis de la mer, oui, en effet, redévelopper la ligne entre certains pays. Et c'est vrai que le côté phytosanitaire, c'est ce qui manque. Et aujourd'hui, si vous voulez en fait transporter des denrées, eh bien, en effet, si vous n'avez pas de centre phytosanitaire, eh bien, on ne s'arrête pas à la Seine. Et notre port industriel, c'est aussi des dockers qui vivent à la Seine. C'est toute une zone autour de la ville qui a besoin de vivre. Donc oui, refaire revenir le déplacement et refaire vivre le Rungis de la mer. Donc ça, c'est un des beaux projets aussi qu'on pourra mettre en œuvre. Et les CNIM également, un petit Les mot. CNIM, c'est un sujet vraiment aujourd'hui important. C'est quand même notre histoire. Alors aujourd'hui, l'État s'est engagé donc à accompagner les CNIM. On peut que s'en réjouir. Vous savez, aujourd'hui, on revient toujours au même. C'était un peu plus de 40 millions d'euros. Donc des enjeux, l'État met les moyens. Mais écoutez, on peut que s'en réjouir.
Merci Sandra Torres pour ce volet donc économique et ce plan plan d'urgence sanitaire, social, économique qui donc se déroulera jusqu'en décembre 2020 si vous êtes élu. Bien évidemment les finances de la ville de la Seine. Alors on parle d'endettement à 117 millions d'euros. Ça risque d'augmenter si vous avez recours à l'endettement. C'est pas une bonne nouvelle, mais enfin bon, pour vous elle est tout à fait justifiée. Cet endettement, il sera tout à fait justifié. Mais si vous devez y avoir recours, vous y aurez recours. Écoutez, les finances de la ville tout d'abord, parce qu'il y a une polémique, Marc Villemot qui est revenu sur son blog récemment, donc a tenu à faire transparence aussi. Vous en pensez quoi au niveau des finances de la ville pour vous? Écoutez, moi, quand on a un budget sur 96 millions d'euros et que vous avez à peu près un peu plus de 59% en dépenses de fonctionnement de frais de personnel, il y a de quoi s'interroger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la difficulté qu'on a majoritairement à la ville de la Seine, c'est justement le fait qu'on ait des dépenses de fonctionnement qui soient plutôt très importantes. La réalité, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que le nombre de non-titulaires a considérablement augmenté, et ce qui fait qu'aujourd'hui, plus de 27 millions d'euros sont passés dans ces dépenses de fonctionnement, en tout cas pour les non-titulaires. Ensuite, il faut aussi rappeler des choses. Depuis 2008, il y a quand même un certain nombre de dossiers qui ont avorté dus à la mauvaise gestion, en tout cas la mauvaise préparation, et qui ont coûté de l'argent aux Sénois. 3,5 millions d'euros Quick Park, SIFA qui nous en demande 23 millions, Cary sur lequel on a dû en dédommager 2 millions. Alors Cary, pour les Sénois qui ne savent pas, mais c'est que quand même on devait avoir un port de plaisance à la Seine. Et donc le maire a fait le choix de casser la délégation de services publics, et aujourd'hui on n'a pas de port, mais en plus ça nous a coûté de l'argent et des millions d'euros. Le théâtre Apollinaire, on peut en parler, ça a coûté 170 000 euros à la collectivité. Et puis après, il faut une bonne gestion. Une bonne gestion, ça veut dire qu'il faut mettre en régie un maximum de choses. Et aujourd'hui, on a tous les moyens de travailler en interne sur la voirie plutôt que de faire appel à des entreprises privées. Et il va falloir gérer de façon drastique les deniers publics. Alors, il y a eu des transferts aussi avec la fameuse métropole, TPM, donc transfert humain, donc transfert aussi de délégation. Est-ce que vous allez demander que TPM, en retour, puisse vous aider aussi financièrement, aide la ville de la Seine, et comment vous allez vous y prendre? Mais la ville de la Seine est aidée financièrement par TPM, déjà. C'est normal, ça. À partir du moment où vous transférez, vous avez un retour. Il y a une genre de péréquation qui se fait entre les 12 villes de TPM. Pourquoi la Seine? Pourquoi pas la Garde? Pourquoi pas Hyères? Pourquoi pas le Pradé? Comment ça s'articule, ces finances de métropole, pour une ville appartenant à une métropole? Pour une ville appartenant à la métropole, déjà, il faut présenter des projets. Donc ça, déjà, c'est important. Si vous ne présentez pas de projet, il n'y a pas de projet qui sortent. Donc ça, c'est une première chose. Après, concernant la rétribution de la métropole, elle se fait équitablement en fonction du nombre de personnels qui ont transféré. Donc la péréquation, elle est calculée. Après, ça dépend des enjeux. Après, c'est une question d'idéologie aussi. Mmh. Si vous souhaitez que tout revienne au service public et que vous voulez à tout prix que tout passe par le service public, voilà, vous employez du personnel et vous mettez un maximum de personnes en régie. Et voilà. Après, si vous voulez plus favoriser le privé, à ce moment-là, vous faites de la délégation de service public. Les ateliers mécaniques, par exemple, on aurait dû mettre en DSP, parce qu'une délégation de service public, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que d'avoir un loyer de 24 000 euros par an, vous avez une redevance qui vous est donnée mensuellement, et même annuellement, et qui va vous permettre de rentrer de l'argent dans les caisses. On parle du post-Covid, par exemple, et sur les enjeux, je ne sais pas si les autres candidats en ont parlé, mais le fait d'avoir fermé le casino Joa, ça a été un peu plus de 100 personnes qui ont été au chômage partiel, principalement des Sénois. Donc ça veut dire que quand l'activité va reprendre, comme toute personne, c'est des personnes qui vont se retrouver en difficulté, ils vont devoir reprendre leur activité professionnelle avec sûrement des pertes de salaire, puisque le chômage partiel, c'est pas à 100%. Donc, et en plus, une perte sèche dans les caisses de la ville. Et la délégation de service public, elle sert à ça. Et aujourd'hui, il faut vraiment que nous favorisons la délégation de service public. Je pense aussi au camping de la Seine et à la piscine, d'ailleurs, que j'alerte aujourd'hui, qui n'a toujours pas réouverte, alors que c'est un des moyens pour rentrer de l'argent dans les caisses de la ville. Alors, Serge Daninos, lui, dans son programme, puisqu'il est donc en lice avec vous pour ce deuxième tour, parlait de la baisse de la taxe foncière. Donc là, j'imagine que écoutez, ça fait pas partie. Ça sera pas les enjeux. Post-Covid, aujourd'hui, toutes les collectivités cherchent à pouvoir aider au mieux ses concitoyens, ses associations. L'harmonisation de la taxe foncière avec la métropole. C'est un sujet qu'il faudra mettre sur la table, en effet. Parce qu'à un moment donné, il faudra bien, si on réagit en métropole, il faudra bien que la taxe s'harmonise de façon
juste. Après, aujourd'hui, la priorité, elle sera surtout à pouvoir répondre. Vous savez, il y a un sujet que vous n'avez pas évoqué, c'est les associations. Parce qu'elles aujourd'hui sont en grande difficulté, tout comme les entreprises, tout comme les salariés. Et nous nous engageons à verser aux associations leurs subventions. Alors on va nous dire, oui, vous vous engagez sur beaucoup de choses. En parallèle, on développe aussi aider les associations, aider les Sénois, c'est aussi relancer l'économie. Hein. Donc on rentrer de l'argent dans les caisses. Un pan des finances publiques, des finances de la ville, c'est aussi son conseil municipal et toutes ses composantes. C'est le conseil municipal qui vote on appelle ça les indemnités pour tous ces. Oui. Alors, est-ce que ces indemnités pour le maire et pour tous ses adjoints et ses conseillers municipaux, est-ce que vous allez les augmenter, les garder de la même manière ou les baisser? Écoutez, alors ça a été les débats qu'il y a eu pendant le Covid, sur lequel, Entre qui? pendant le Covid, où il y avait un candidat en lice qui disait il faut donner 20% de ses indemnités pour aider les Sénois. Moi, j'ai fait une proposition qui n'a pas été du tout suivie. J'ai proposé de donner la totalité de l'indemnité, en tout cas pendant les 2 mois de Covid. Pourquoi? Parce que concrètement, je disais, si on donnait la totalité de notre indemnité, déjà parce qu'on n'était pas en action, et j'avais exclu quand même les élus qui ont fait partie de la cellule Covid. C'était symbolique, ça. Non, c'était pas symbolique. Pas que symbolique. C'était pas que symbolique. C'était une vraie proposition. Et j'avais exclu dans le montant le maire, puisque lui était en action, l'élu en charge de la sécurité, l'élu en charge des solidarités. En fait, tous les élus, vous savez, on a une cellule post-Covid. Et moi, j'y ai participé, et j'en remercie à ma demande. Le maire a répondu favorablement. Donc, ça m'a permis aussi d'être active pendant cette période Covid. Et en tant qu'élu, de pouvoir, en tout cas, apporter des propositions qui ont été suivies des faits. C'était de dire quoi? Bon, on donne notre indemnité. Avec le pot commun, ça faisait 50 000 € sur les 2 mois. Et ça permettait, si on donnait cette somme aux associations de commerçants, de relancer l'économie. Là, on va attaquer l'été, là. On va attaquer dès le mois de juillet. Ça permettait de lancer des animations et d'avoir des moyens pour aider à la fois nos commerçants du centre-ville et nos commerçants des Sablettes. Certains candidats ont proposé 20% d'indemnité. Vous savez combien ça représente l'indemnité d'élu? 20%, c'est 20 €. Ben moi, excusez-moi, moi je trouve ça complètement démago. C'est soit on se donne les moyens, soit on ne se les donne pas. Le maire sortant a déjà considérablement baissé les indemnités. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet qu'on pourra mettre tout à fait sur la table. Moi, j'ai pas de tabou, vous savez, moi je travaille, j'ai un métier, moi. Donc voilà, c'est difficile. Non, mais c'est important de le dire. La réponse. Est-ce que vous allez augmenter, Augmenter, mais sûrement pas, vous vous rendez compte? Augmenter, c'est même pas pensable aujourd'hui. Vous savez, j'ai siégé pendant 1 an à Terre du Sud Habitat. Pourquoi un an? Parce qu'après, c'est passé à la métropole. Et on s'est bien gardé de me laisser mon siège. J'ai refusé de toucher les jetons de présence. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu, chose que je ne savais pas, hein, qu'en fait, à chaque fois que vous siégez à Terre du Sud Habitat, vous touchez 70 €. Et on était en train de voter les problématiques de gestion, la difficulté financière des locataires, et on allait en plus prendre 70 €. Alors, j'en ai pas fait état dans la presse, mais j'ai refusé de toucher cette indemnité. Donc, oui, non, augmenter, mais sûrement pas. Ce serait, franchement, aujourd'hui. On a bien compris aussi que les impôts n'augmenteront pas aussi. Hein. Non plus. Aujourd'hui, de toute façon, les impôts ne peuvent plus augmenter à la Seine. Ce n'est plus possible. Voilà. Nous, Sénois, nous ne pouvons plus. Aujourd'hui, la Seine, vous savez, on parle beaucoup des quartiers sud ou même quartiers, pour moi, de la ville en général. Il y a beaucoup de familles qui sont là depuis des générations, qui aujourd'hui touchent le minimum vieillesse, qui ont un peu de foncier, et bien qui aujourd'hui n'y arrivent plus parce que on ne peut plus payer nos impôts. Donc non, ça c'est même pas envisageable. Donc il va falloir aller chercher, et là vous y attelez, hein, en tout cas c'est prévu dans votre programme, des subventions. Tout à fait. D'ailleurs, des subventions. Et c'est pour ça que la première écoville de France, elle a du sens. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe finance quoi? L'État finance quoi? Le volet écologique. Aujourd'hui, les subventions, il faut aller les chercher là-bas. Quand on parle de photovoltaïque, ça veut dire qu'on va produire notre propre électricité sur nos bâtiments publics. Non seulement on va... T'as la sothermie aussi, ça vous permet aussi de... Et non seulement on va plus payer l'électricité, ce qui correspond quand même à presque 1 million € par an, mais en plus on va pouvoir la revendre à EDF. Parce que vous savez, moi j'ai toujours cette logique. Hein. Comment je rentre de l'argent dans les caisses de la ville pour pouvoir justement la redéployer ailleurs. Les subventions, sujet aussi sportif. Beaucoup de clubs sportifs ont besoin de subventions. Quel est votre point de vue? Alors vous savez, pendant mes 6 ans de mandat en tant qu'élu d'opposition, je me suis abstenu sur toutes les subventions. Pourquoi? En tout cas au moment du vote, parce que pour moi ça manquait de transparence sur le mode d'attribution. Bien sûr qu'il va falloir aider nos clubs sportifs, nos associations aussi culturelles,
nos associations qui sont dans le lien social. Moi, en tant qu'conseillère régionale, on a sauvé le festival Bayamo, vous vous rendez compte, un festival qui a 20 ans à la Seine. Un festival qui était reconnu et pour lequel aujourd'hui le peu de subventions qui étaient données par les autres collectivités et par la mairie de la Seine faisait qu'il rentrait en grande difficulté. On est devenu le premier partenaire. Voilà. Ça, c'est un enjeu parce que la culture, c'est quoi? C'est le vivre ensemble, c'est l'économie, c'est le tourisme, c'est le partage et c'est ce qui permet aussi d'identifier la ville. Festival Portrait de femmes. Grâce à mon intervention, on a sauvé le festival Portrait de femmes, un festival qui est là depuis de nombreuses années. Donc pour répondre aux subventions, bien entendu qu'on sera présent, mais on sera aussi vigilant à l'utilisation Comment vous allez garantir la transparence justement dans ces attributions de subventions? C'est une obligation légale aujourd'hui. Mais vous avez dit tout à l'heure que vous avez un doute. Oui, parce que quand vous êtes en conseil municipal, vous votez une liste, vous votez une subvention et vous n'avez pas le détail. Voilà. Et moi, toutes les associations que j'ai accompagnées, qui m'ont sollicité, qu'elles soient sur le lien social, sur la culture ou sur le sport, parce qu'on en a beaucoup aidé avec la région, je suis toute allée les rencontrer, on a toutes travaillé ensemble et on a travaillé même sur l'année d'après. Quel était le projet? Quel était leur projet sportif? Comment ils intervenaient au niveau du champ du handicap, parce que ça c'est un sujet dont personne ne parle, mais aujourd'hui les enjeux sont là aussi. La population et la Seine n'est pas du tout aux normes au niveau du handicap, et on rentre dans de grandes difficultés pour la mobilité, pour pouvoir faire du sport. Donc là aussi, on a beaucoup accompagné les associations sportives qui, en tout cas, se donnaient les moyens et qui souhaitaient vraiment faire du handicap un sujet crucial dans l'accompagnement des Sénoises et des Sénois. Donc beaucoup de sujets. Si vous êtes élu maire, vous avez du pain sur la planche, comme on dit. Il y a du pain sur la planche et c'est la raison pour laquelle je me suis engagée dans cette élection municipale. Quelle sera d'ailleurs la première action que vous allez mettre en place au lendemain de votre élection? Alors, quand on dit au lendemain de votre élection, c'est une image, puisque vous n'entrerez pas en action tout de suite. Alors, la première action qui sera mise en place, en tout cas, c'est sur les mesures d'urgence. Ça va être, c'est délicat quand vous me posez cette question-là. Alors, je ne la pose plus, je la retire, si vous ne voulez pas vous mettre dans l'embarras. Tout est prioritaire, mais alors, la première action, c'est quoi? Il y a il y a les vacances scolaires qui arrivent. Il faut que les familles qui reprennent le travail puissent mettre leurs enfants dans les centres de loisirs, que les jeunes puissent aussi, parce qu'on parle des centres de loisirs, c'est jusqu'à 11 ans, mais il y a aussi les ados qui puissent très rapidement continuer à pouvoir profiter. Et surtout, pour que les parents puissent aller travailler sereinement. Voilà. Et une deuxième mesure importante, le Made in la Seine, animer, mettre en valeur l'image de la ville et la rendre resplendissante. Si vous êtes élu au soir du 28 juin, ça sera combien de mandats pour Sandra Torres? Ce sera 2 mandats. 2 mandats. Voilà. D'accord. Et si vous n'êtes pas élu, est-ce que vous serez là 6 ans plus tard? Et pourquoi voulez-vous que je ne sois pas élu? Je ne veux rien. Je ne veux rien, Sandra Torres. C'est une question que j'ai posée à tous les candidats. Écoutez, aujourd'hui, l'engagement que j'ai pris auprès des Sénois, c'est pour cette élection municipale. Je pense aujourd'hui, et j'espère qu'ils nous feront confiance, en tout cas compter sur moi et sur Serge Daninos, ainsi que toute notre équipe, pour aller au contact de tous les Sénois. On anime une matinale tous les matins, donc ça, je tiens à le préciser, et ça nous permet de parler du programme. Et d'ailleurs, je vous remercie de la qualité de nos échanges, parce que enfin, je peux m'exprimer sur mon programme et mon projet, puisque jusqu'à aujourd'hui, c'était très difficile. Et vraiment, je vous en remercie. Parce que l'important, c'est ça. Qu'est-ce qu'on propose aux Sénoises et aux Sénois? Quelle est l'alternative face aux maires sortants? Et aujourd'hui, c'est l'Union pour la Seine. Et surtout, nous avons été bienveillants, en tout cas avec les candidats. On a souhaité gommer toutes les aspérités négatives de cette campagne. C'était important. Et comme on le dit à chaque fois, faites-en autant dans les commentaires. Voilà, soyons constructifs. Merci beaucoup Sandra Torres, Patrick, merci. Merci Thierry. Je vous dis bonne chance, comme à tous les candidats. Ça sera donc dimanche 28 juin. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt sur Info 83. Au revoir.